Allez, on continue. Donc, c'est quoi la demi-vie opérationnelle? Donc, lorsqu'on parle de la demi-vie, c'est un temps, tout simplement. Donc, c'est le temps de décroissance de la concentration du compartiment central. Donc, on sait que le compartiment central, c'est tout simplement le centre effecteur qui est le cerveau. De 50%, donc, rend compte l'accumulation dans l'organisme. Voilà. Donc, il faut euh, prendre en considération que lorsque le demi-vie opérationnel qui est égal à 50% de la concentration, plutôt qui est égal voilà, à 50% de la concentration complète du médicament, donc on aura l'accumulation du médicament dans l'organisme. Cela veut dire, lorsqu'on aura une grande concentration du médicament, donc on aura plus de demi-vie opérationnelle et l'inverse. Voilà. Donc l'accumulation de l'organisme, voilà, c'est ce que ça signifie. Voilà. Donc rendre compte l'accumulation dans l'organisme est indépendant de la durée de perfusion. Voilà. Donc il faut prendre encore en considération que la durée de perfusion elle est indépendante du demi-vie opérationnel. Par exemple, lorsqu'on injecte un médicament en une minute, par exemple, ou bien on, on injecte un autre médicament en 5 minutes, le demi-vie opérationnel est toujours le même. Je vous cite quelques exemples. Par exemple, la rimifentanil. Donc la rimifentanil, à peu près, elle a 3,7 minutes. Donc elle est peu accumulée. Donc euh, elle a moins d'accumulation. Cela veut dire que la douleur va disparaître après 4 minutes. Voilà ce que ça signifie la demi-vie opérationnelle. Par exemple, l'alphéntaline, l'alphéntanil elle a une demi-vie opérationnelle d'une heure. Donc une heure. Donc on dit que la douleur va disparaître une heure après, euh, voilà, une heure après l'injection ou bien l'avalement de l'alphéntanil. Par exemple, la fentanyl, la durée, la demi-vie opérationnelle est égale à peu près à 262 minutes. Donc on dit que le patient, il est plus de 4 heures à l'aise. Donc le patient, à peu près, la douleur, euh, la douleur va diminuer pendant 4 heures. Donc on dit que l'accumulation, elle est importante parce que tout simplement, on va avoir une autre fonction, plutôt une autre propriété des médicaments, c'est la liposolubilité. Donc on dit, euh, je vais vous parler brièvement maintenant, puis on va détailler. Donc on dit que la fentanyl, elle a une grande liposolubilité. Donc bien, elle a bien distribuée au niveau du cerveau. Donc on dit, parce qu'elle, bien sûr, elle traverse la barrière hématoménagère, donc on dit qu'elle a une grande liposolubilité. C'est pour ça que l'accumulation, elle est importante. C'est pour ça la demi-vie opérationnelle, elle est plus grande. Donc je récapitule. La demi-vie opérationnelle, donc j'ai dit que lorsqu'on parle de la demi-vie, on parle du temps. Donc le temps de décroissance de la concentration du compartiment central de 150. Voilà, donc c'est le temps de décroissance du médicament, de la concentration du médicament du compartiment central qui est le cerveau de 50%. Voilà, le terme 50%, euh, ne vous oubliez pas. Rend compte de l'accumulation de l'organisme est indépendante de la durée de perfusion. Donc, on a dit que l'accumulation de l'organisme, elle est, bien sûr, l'accumulation de l'organisme veut dire que lorsque la concentration du médicament, lorsque l'accumulation dans l'organisme, elle est plus grande, donc on aura plus de demi-vie opérationnelle. Voilà, tout simplement. La relation entre la demi-vie opérationnelle et l'accumulation de l'organisme. Lorsque l'accumulation du médicament dans l'organisme elle est grande, on aura plus, on aura une valeur
plus augmentée de la demi-vie opérationnelle. Il vous dit, et indépendant de la durée de perfusion, j'ai expliqué déjà ça. On a dit que la perfusion d'une minute, par exemple, ou bien de 5 minutes, c'est la même chose. Elle ne dépend, elle ne, la variation de la perfusion ne varie pas la demi-vie opérationnelle. On a cité quelques exemples. Donc, il faut mémoriser que la rémylphéntaline, c'est la plus petite. Donc, elle aura une demi-vie opérationnelle la plus petite. Donc, peu d'accumulation dans l'organisme, donc peu de demi-vie opérationnelle. Contrairement à la fentanyl, qu'elle a une grande valeur de demi-vie, donc elle a une accumulation importante. Donc j'avais vous dit que parce qu'elle a une grande liposolubilité, donc elle traverse facilement la barrière hématoménagère, donc elle va euh, se focaliser, plutôt elle va se concentrer bien dans l'organisme, surtout au niveau du cerveau qui est le centre effecteur. On parle maintenant de la durée d'action. Donc, c'est quoi la durée d'action? Donc, la première des choses ne dépend pas de la T1,5, la demi-vie d'élimination, mais du volume de distribution. Voilà, le volume de distribution. Donc, la durée d'action. Donc, la durée d'action veut dire tout simplement, c'est la durée où le médicament la durée que le médicament va réagir, va diminuer la douleur. Donc, il vous dit qu'elle ne dépend pas du T1,5 de l'élimination du volume, mais du volume de distribution. Voilà. Il faut prendre en considération que la durée d'action ne dépend pas du T1,5 d'élimination, mais du volume de distribution. Et on a parlé déjà ça dans les planches précédentes. On a dit que voilà, normalement ça. Voilà. La durée de l'effet, on a parlé dans la planche numéro 9. La durée de l'effet ne dépend pas de l'élimination, mais de la redistribution. On a expliqué ça déjà. On a dit que l'arrêt de l'effet des deux médicaments ne signifie pas qu'il est éliminé, mais il sera redistribué vers le cerveau afin de diminuer la douleur un autre temps. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Une autre explication, par exemple, si on dose le médicament et on trouve que la concentration est basse, cela ne va dire que le médicament est éliminé, mais il est au niveau des différents organes. Voilà, donc on dit que la durée d'action ne dépend pas de la T1,5 d'élimination, mais tout simplement du volume de distribution. Pour des doses plus importantes, le stockage dans les zones musculaires est saturé. Seule l'élimination fera alors décroître le taux de la concentration de la molécule. Donc on dit, lorsque la concentration du médicament elle est au niveau des zones musculaires, elle est saturée. Donc on aura une saturation de la concentration du médicament au niveau des muscles, elle est saturée. Voilà. Donc on aura la décroissance de la concentration du médicament sera là, dépend de l'élimination. Voilà. Lorsqu'il y a une saturation au niveau de la zone musculaire. Donc on dit là, dans ce cas, on dit que l'élimination, elle va décroître le taux ou bien la concentration de la molécule. Donc une autre information, la durée d'action sera plus importante dans ce cas. Bien sûr, la durée, elle est plus importante parce que tout simplement, il y a une saturation des médicaments au niveau surtout des zones musculaires. Donc voilà. Une autre planche, la liposolubilité conditionne la bonne diffusion du produit. Donc, je vous cite un petit exemple. Lorsque le médicament est plus liposoluble, donc il va traverser plus la membrane, la barrière plutôt hématoménagée. Donc, il sera concentré bien au niveau du cerveau. Donc, moins, moins, moins de douleur, voilà, ça va diminuer la douleur. Donc, on aura, puis la diffusion du centre effecteur vers les différents organes, elle est plus importante. Je vous cite un exemple. Alphéntaline, le volume de distribution, il est plus petit que la sufentaline. Eh bien, tout simplement, on va expliquer tout ça parce que tout simplement, euh,
l'alphéntaline, il est moins liposoluble que la sulfenthaline. Donc, il reste au niveau du plasma. On aura l'élimination rénale. Le T1,5, le T1,5 opérationnel, il est plus courte. La phase de redistribution, elle est plus courte parce que tout simplement le volume de distribution, elle est plus court. Donc, on aura moins d'accumulation dans les muscles et l'élimination rénale, elle est rapide. Donc, je répète pour bien mémoriser les choses. Donc, on a dit que l'alphéntaline, il a le volume de distribution plus petit que la sulfenthaline, ben, tout simplement parce qu'il est moins liposoluble. Donc, il va traverser moins la membrane hémato-ménagère. Donc, il reste au niveau du premier compartiment qui est le plasma. Donc, lorsque la molécule reste au niveau du plasma, donc elle subit bien sûr l'élimination rénale. Donc, on va uriner tout simplement le médicament. Donc, il a la T1,5 opérationnelle qui est plus courte. Donc, la phase de redistribution vers les différents organes, elle est plus courte. Et donc, moins d'accumulation dans les muscles. Bien sûr, l'élimination, elle est plus rapide. J'espère que vous allez bien comprendre. Je vous cite quelques exemples. La fentanyl, la fentanyl et encore la sulfenthaline, ils ont une grande liposolubilité. Encore, l'alphéntaline, elle est intermédiaire. La morphine et la rimine-phéntaline, ils ont moindre de liposolubilité. Voilà. Donc, je vais répéter d'une façon très rapide la planche précédente et la planche celle-ci. On a défini la durée d'action. Tout simplement, lorsqu'on parle de durée d'action, c'est la durée ou bien l'effet du médicament. Donc, elle ne dépend pas de T1,5 d'élimination, mais du volume de distribution. Parce que tout simplement, on sait, je vais expliquer. Donc, par exemple, si on dose un médicament et on trouve que la concentration plasmatique est bas, cela ne veut pas dire que le médicament est éliminé, mais il peut être stocké au niveau des différents organes. C'est tout simplement le sens de la phrase précédente. On a dit pour des doses plus importantes, le stockage dans les zones musculaires est saturé. Seule l'élimination fera alors décroître le taux de la concentration de la molécule. La durée d'action sera plus importante dans ce cas. Donc, on a parlé, lorsqu'il y a une saturation au niveau des zones musculaires, donc seul le critère d'élimination urinaire va, va intervenir pour diminuer le taux ou bien la concentration de cette molécule. Donc, on a dit que la durée, elle est plus importante. On parle maintenant du critère de la liposolubilité. Donc, on a dit, lorsque la molécule elle est plus liposoluble, elle va traverser bien la membrane hémato-ménagère vers le cerveau, bien sûr, qui est le centre effecteur. Puis, on n'aura plus d'effet. L'effet de diminution de la douleur sera plus important. Voilà. On a cité un petit exemple, l'alphéntaline et la sulfenthaline. On a dit que l'alphéntaline présente le volume de distribution plus petit que la sulfenthaline. Donc, on dit que l'alphéntaline, il est moins liposoluble, donc il va traverser moins la membrane hémato-ménagère. Donc, il va rester au niveau du plasma. Donc, on aura euh, l'élimination rénale, elle sera plus rapide. Donc, on dit que le T1,5, la demi-vie opérationnelle, elle est plus courte. La, la- 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 voilà. La phase de redistribution, elle est plus courte vers les différents organes, bien sûr. Donc, on aura moins d'accumulation dans le muscle parce que l'élimination rénale, elle est plus rapide. On a cité quelques exemples. Je passe. Voilà. Donc, maintenant, on va parler de la demi-vie d'élimination. C'est le T1,5 d'élimination. Par exemple, la phéntaline, elle présente la demi-vie d'élimination la plus grande parce que tout simplement, la demi-vie opérationnelle, elle est longue. Puisque la demi-vie opérationnelle, elle est longue, donc tout simplement,
le médicament sera, la demi-vie d'élimination, elle est plus importante encore. Donc, l'élimination urinaire de ce médicament, phentaline, il sera éliminé. Donc, ce médicament est éliminé dans une période plus longue parce que tout simplement, il est au niveau du cerveau. Donc, il présente une demi-vie opérationnelle plus longue. Donc, il aura la demi-vie d'élimination plus longue. Donc, ce sont des notions très simples. Je passe. On passe maintenant au métabolisme. Il faut savoir que euh, les morphiniques sont métabolisés au niveau du foie grâce à la glucoconjugaison. Donc, la glucoconjugaison, c'est le nom de la réaction. Donc, le métabolisme, cela veut dire que la morphine va accumuler des métabolites au niveau du foie. C'est la 6-GC. La 6-GC, c'est un métabolique. Sont des métabolites dont le précurseur, c'est la morphine. Donc, on aura un risque d'accumulation des métabolites qui sont dites actifs. Par exemple, la morphine, les métabolismes actifs, la morphine, la phénopyridine, donc ils sont actifs. Donc, pourquoi on a utilisé le terme actif? Ben, tout simplement, actif veut dire que si elle reste au niveau de l'organisme, donc on a le risque de la toxicité. Mais les métabolismes qui sont inactifs, par exemple la phentaline, l'alphéntaline, la sulfenthaline, la réminphéntaline, donc ils sont inactifs, donc ils sont, même s'ils ils vont rester au niveau de l'organisme, donc ils n'auront pas de toxicité, donc ils ne provoquent pas de toxicité. Voilà. Donc on a dit que l'accumulation de la morphine au niveau du foie peut provoquer des dégâts, peut provoquer une toxicité parce que il y aura l'activation, il y aura l'apparition des métabolites intermédiaires, par exemple la 6-GC. Bien sûr, les conséquences pour la morphine, c'est adapter les doses chez l'insuffisant rénal et contre-indiquer son administration en cas d'insuffisance rénale sévère. Bien sûr, si le patient est atteint d'une insuffisance rénale, donc il faut adapter les doses. Pourquoi? Parce que tout simplement, la morphine, par exemple, euh, elle est euh, euh, par exemple, elles présentent des métabolites actifs. Donc, elles peuvent accumuler au niveau de l'organisme. Et puisque le patient souffre d'une insuffisance rénale, donc ils ne peuvent pas éliminer ces métabolites. Donc, les métabolites toxiques euh, qui sont bien sûr le résultat de l'accumulation de la morphine, donc ils vont, euh, ils vont provoquer des des dégâts, donc la toxicité de l'organisme, bien sûr. Et lorsque le patient est atteint d'une insuffisance rénale sévère, ben, tout simplement, il ne faut pas admirer, il ne faut pas, euh, voilà, il faut pas euh, injecter, ou plutôt, il ne faut pas donner les morphiniques, tout simplement. On a dit que les métabolismes inactifs, par exemple la phentaline, l'alphéntaline, la sulfenthaline et la réminphéntaline, ce sont des métabolismes inactifs, donc ils ne vous donnent pas des métabolites intermédiaires. Donc on n'aura pas de toxicité. Donc l'élimination rénale, elle sera normale. Même si le patient présente une insuffisance rénale, ce n'est pas dangereux, même si ces médicaments restent au niveau de l'organisme, donc on n'aura pas de toxicité. Allez, on passe maintenant aux actions, différentes actions des morphiniques. Eh bien, tout simplement, l'action cardiovasculaire des morphiniques, donc elle provoque une bradycardie. Bien sûr, elle sera supprimée par l'atropine. L'atropine, bien sûr, c'est un sympathico. euh, Normalement, c'est un sympathico-mimétique. Donc, j'ai oublié, tout simplement. L'essentiel que l'action cardiovasculaire, c'est la bradycardie, sinusale par la stimulation du vague. Encore, elle a une action histaminolibération. C'est par exemple en train
la vasodilatation artériolaire et veineuse, dose dépendante. Cela veut dire que lorsqu'on augmente la dose des morphiniques, on aura plus de vasodilatation artériolaire et veineuse. Et lorsqu'on diminue la dose, c'est l'inverse. On aura moins de vasodilatation. Bien sûr, puisqu'on aura une vasodilatation artériolaire et veineuse, ben, tout simplement, on aura une hypotension. Voilà. L'action intestinale, c'est tout simplement, elle fait la relaxation du sphincter œsophagien. Et lorsqu'on parle de la relaxation, c'est tout simplement l'ouverture. Donc, il faut prendre en considération l'estomac plein si le traitement est chronique. Parce que tout simplement, le sphincter œsophagien, puisqu'il est ouvert, donc lorsque l'estomac, puisque lorsque lorsque l'estomac est plein, donc le patient peut avoir, puisque le sphincter œsophagien va, va relaxer, donc il peut avoir des vomissements. Et encore, on aura le retard de la vidange gastrique, donc on aura l'apparition de la constipation. Pour l'action sur le tube digestif des nausées et des vomissements, on a dit pourquoi. Parce que tout simplement, l'estomac, lorsqu'elle est pleine, on a bien sûr parce que les morphiniques vont relaxer, vont ouvrir les sphincters œsophagiens. Et lorsque l'estomac elle est plein, donc on aura les vomissements et les nausées. Donc, mécanisme d'action sur le tube digestif, soit ces nausées, ces vomissements, soit elles sont périphériques, soit elles sont centrales. Donc, lorsqu'elle est périphérique, on aura le retard de la vidange gastrique. Donc, le retard du vidange gastrique stimule les nausées et les vomissements. Et centrale, c'est par la stimulation de la trigger zone au niveau de l'aria prostrera, plutôt prostréma. Bien sûr, cette zone, elle existe au niveau du système nerveux. Je répète, puis je vais prendre un petit pause. Donc, on a dit l'action cardiovasculaire, c'est la bradycardie sinusale par stimulation du 10 et supprimée par l'atropine. Et l'action histamino-libération, c'est tout simplement la vasodilatation artériolaire et veineuse, dose dépendante bien sûr. J'ai expliqué que la dose, ça signifie que lorsqu'on augmente la dose, on aura plus de vasodilatation et l'inverse. Avec une hypotension artérielle, bien sûr. Pour l'action intestinale, c'est l'ouverture du sphincter œsophagien. Bien sûr, lorsque l'estomac est plein, donc on aura l'apparition des vomissements et des nausées. Et une autre action, c'est le retard de la vidange gastrique. Donc on aura la constipation, bien sûr. Et bien sûr, le mécanisme d'action des nausées et des vomissements se fait soit en périphérique, soit en central. La périphérique, c'est le retard du vidange. Et le central, c'est la stimulation de la trigger au niveau de la zone de l'aria prostrème. Merci.